Bien. Donc, vous me appelé Naël Ancien. Donc, comme les autres, vous êtes présentement devant nous. C'est pour la soutenance de votre licence et votre rapport de stage pour l'obtention de la licence en droit privé dans les affaires, dont le thème porte sur les actes de concurrence déloyale accomplis par un employé contre son employeur. Donc, la procédure est la suivante. Vous avez 15 minutes maximum pour présenter votre travail. Au sortir de ces 15 minutes, vous aurez un échange avec le jury sur des questions de forme et de fond. Et c'est à la suite de cet échange que le jury va devoir vous demander de libérer pour pouvoir prendre une décision concernant votre travail. Donc, vous avez 15 minutes pour préparer votre travail. Mesdames et messieurs, si vous avez des téléphones, mettez-les s'il vous plaît sous silencieux. Donc, vous avez 15 minutes. Donc, vous êtes libre de rester assis ou de rester assis. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter mon travail portant sur les actes de concurrence déloyale accomplis par un employé contre son employeur qui a fait l'objet d'une étude des cas au sein du cabinet lycée et Marquet. La présentation de mon travail commencera par une introduction. Ensuite, nous verrons le régime juridique des actes de concurrence déloyale. Après, nous passerons à l'analyse critique de ce régime juridique et aux suggestions de solutions pour son amélioration. Et nous finirons par une conclusion. Ayant effectué mon stage de 3 mois au sein du cabinet lycée Enzo Mariel, de nombreux stages ont été assignés, notamment la représentation du cabinet pendant les audiences, la rédaction des requêtes, des plaintes et des conclusions. Et pendant l'accomplissement de ces différentes tâches, la thématique portant sur la concurrence déloyale entre un employeur et son employé m'a particulièrement interpellée, où j'ai constaté les impacts réels qu'elle peut avoir sur les relations professionnelles employeur-employé. La jurisprudence définit la concurrence déloyale comme étant l'abus de la liberté du commerce causant volontairement ou non un trouble commercial. En espèce, nous allons la définir comme étant un ensemble de comportements frauduleux portant atteinte aux intérêts de l'entreprise par l'utilisation de manière abusive, voire malhonnête, des informations, les clients et les ressources de l'employeur. Mon objectif aujourd'hui est de vous exposer les obligations qu'a un employé envers son employeur, les conséquences de la violation de ces obligations et les limites du droit gabonais en ce qui concerne la concurrence déloyale. Dès lors, à quel moment les actes accomplis par un salarié peuvent-ils être caractérisés d'actes de concurrence déloyale afin de subir les actes de la loi? Selon l'article 19 du Code du travail gabonais 2021, le contrat individuel de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre qui s'oblige à lui payer en contrepartie une rémunération. De ce contrat de travail découlent de nombreuses obligations, parmi lesquelles nous avons l'obligation de discrétion, l'obligation de loyauté et l'obligation de non-concurrence. L'obligation de discrétion renvoie au fait pour un employé de s'abstenir de divulguer les informations confidentielles relatives à l'employeur, aux employés et aux fonctionnements de l'entreprise. Quant à l'obligation de loyauté, ça renvoie au fait pour un employé d'agir toujours dans l'intérêt de son employeur, de respecter et maintenir la confiance mutuelle et d'adopter un comportement éthique de ses fonctions. Et enfin, l'obligation de non-concurrence, c'est une obligation qui vise à interdire à l'employé de mener une activité concurrente à celle de son employeur et d'utiliser les contacts et compétences acquis au sein de l'entreprise pour nuire à cette dernière. De la violation de ces différentes obligations naissent de nombreux actes de concurrence déloyale qui peuvent se matérialiser d'abord par un détournement de clientèle qui correspond au transfert illégal de la clientèle d'une entreprise vers une autre entreprise par l'utilisation des procédés déloyaux tels que le démarchage frauduleux ou la fuite de données. Ensuite, la création d'une entreprise concurrente qui renvoie au fait pour un salarié ou un ex-salarié de fonder une entreprise qui fait dans le même domaine d'activité que celle de son employeur
confidentielle par un employé pour son bénéfice ou le bénéfice d'une entreprise concurrente. De plus, le débauchage des collègues qui renvoie au fait pour un employé de convaincre ses collègues de travailler pour une entreprise concurrente en contrepartie d'une rémunération. Cependant, ce débauchage est le peut-être illégal dès lors qu'il viole une clause de non-concurrence, vise à désorganiser l'entreprise ou inclut l'utilisation des procédés déloyaux. Et enfin, le dénigrement, qui est l'action qui envoie à mettre du discrédit sur l'employeur ou sur l'entreprise dans l'optique de nuire à ce dernier ou de nuire à son entreprise. S'il est vrai que généralement les actes de concurrence déloyale soient accomplis pendant la durée de l'exécution du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'après la rupture du contrat de travail, ces derniers puissent également être omis. Après la rupture du contrat de travail, l'obligation de loyauté et d'exclusivité n'existe plus, ce qui donne le droit aux salariés de mettre une activité professionnelle sous la direction d'une entreprise concurrente ou même de créer sa propre entreprise. Cependant, dans certains cas, l'employé qui s'adonne à ces actes peut commettre des actes de concurrence déloyale, notamment s'il est lié par une clause de non-concurrence. Selon l'article 52 du Code du travail, on entend par clause de non-concurrence toute stipulation visant à interdire aux travailleurs d'exercer une activité de nature à faire concurrence de manière déloyale à son employeur. C'est une clause qui peut être incluse dans le contrat du travail, soit pendant sa conclusion, soit pendant l'exécution de celui-ci, et dont la légalité est conditionnée par plusieurs critères. Selon la jurisprudence Babé du 10 juillet 2002, ces critères sont la protection de l'intérêt légitime de l'entreprise, la limitation dans le temps, c'est-à-dire que la clause ne peut excéder 12 mois après la rupture du contrat de travail, et la limitation dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle ne peut dépasser un rayon de 5 km à partir du lieu du travail de l'ancienne entreprise. À ces conditions s'ajoute également une condition prévue par l'alinéa 3 de l'article 52 suscité, selon lequel il faudrait que la rupture du contrat de travail découle soit de la démission, soit de la faute du salarié. Dans l'exposition du régime juridique des actes de concurrence déloyale, il apparaît nécessaire pour nous d'expliquer les personnes ayant la capacité d'intenter une action en concurrence déloyale. L'action en concurrence déloyale peut être mise en œuvre par l'entreprise lésée qui, en tant que personne morale, se trouve représentée par un gérant, par le salarié lésé qui parvient à démontrer que l'acte accompli a eu un préjudice sur lui, et par le syndicat professionnel qui le fait dans l'objectif d'obtenir la réparation d'un préjudice ayant touché le collectif professionnel qu'il représente. Tout salarié qui s'adonne, participe ou facilite l'accomplissement des actes de concurrence déloyale en cours de nombreuses sanctions qui peuvent être des sanctions disciplinaires telles que l'avertissement, le blâme, la mise à pied disciplinaire et le licenciement, des sanctions civiles telles que la cessation des agissements, la réparation des dommages et intérêts prévus par l'article 1382 du Code civil ancien ou d'autres mesures conservatoires comme le retrait des produits ou la fermeture de l'établissement. À ces sanctions s'ajoute également une sanction pénale qui est poursuite pour abus de confiance. L'examen du régime juridique des actes de concurrence déloyale accompli par un employé contre son employeur vous conduit essentiellement à une analyse critique et à des suggestions de solutions pour son amélioration. Concernant l'analyse critique, nous l'avons divisée en deux parties qui sont les forces et faiblesses. Sur les forces, nous avons noté la protection des entreprises contre des actes tels que le démarchage frauduleux, le dénigrement, la désorganisation. Nous avons également noté l'indépendance des sociétés vis-à-vis de la propriété intellectuelle. À cela s'ajoute la connaissance des notions de loyauté, de discrétion et de non-concurrence. Il y a également la connaissance des différents actes de concurrence déloyale et leurs sanctions en tant que futur employé ou employeur. Et enfin, l'apprentissage des limites du droit de liberté professionnelle. Sur les faiblesses, nous avons noté l'absence de définitions claires et précises en ce qui concerne la concurrence déloyale entre l'employeur et l'employé, la difficulté à prouver les éléments constitutifs de l'infraction et le manque de sanctions dissuasives. Face à ces forces et faiblesses, nous avons apporté des observations judicieuses et des suggestions de solutions. Concernant les observations judicieuses, nous avons noté la difficulté
nécessité de la preuve de l'acte de concurrence déloyale, l'absence d'un cadre légal et précis et les défis liés au numérique. Et face à ces observations, nous avons apporté comme suggestion de solution le renforcement du code du travail, la prévention des sanctions plus sévères et la prévention des mesures conservatoires pour l'employeur. Au sein du cabinet Bissier-Ezo, nous avons traité un cas qui porte sur cette thématique. Et dans le cas d'espèce, la partie adverse sollicitait du juge commercial une indemnisation en concurrence déloyale pour imitation de dénomination, création d'une entreprise concurrente et débauchage d'employés, violation d'une clause de contrat et perte de chiffre d'affaires. À titre principal, nous avons commencé par exposer l'incompétence du juge commercial à connaître de la violation d'une clause de contrat. Et à titre subsidiaire, nous avons démontré que l'imitation des dénominations n'était pas effective car la dénomination de notre client comptait sur 9 lignes étant en anglais, tandis que celle de la partie adverse comptait sur 3 lignes étant en français. Sur la création d'entreprise et le débauchage des employés, nous avons démontré que M. X, qui était notre client, a été licencié de la société litigieuse au 7 janvier 2022 et n'avait été embauché que dans la nouvelle société en juin 2023. Et sur la perte du chiffre d'affaires, nous avons démontré que celle-ci ne résulte pas du fait de notre client, car la société connaissait déjà une difficulté financière, laquelle difficulté empêchait notre client de rentrer en possession de son salaire. Pour revenir sur la violation de la clause du contrat, nous avons également démontré que celle-ci était nulle de plein droit, car le délai prévu par l'article 52 du Code du travail d'année 2021 avait déjà été largement excédé. En somme, nous pouvons retenir que les actes de concurrence déloyale naissent de la violation des obligations de loyauté, de discrétion et de non-concurrence, et que tout employé qui s'adonne à la commission de ces actes encourt de nombreuses sanctions qui peuvent être aussi bien civiles et pénales que disciplinaires. Et face aux nombreuses forces et faiblesses que nous avons constatées, nous avons apporté des suggestions de solutions telles que le renforcement du travail, la prévention des sanctions plus sévères et la prévention des mesures conservatoires pour l'employeur afin que celui-ci lutte contre la commission des actes de concurrence déloyale. Ainsi, mesdames et messieurs, je suis arrivée au terme